Kettleton était une ville divisée en deux moitiés, et la frontière entre elles était tracée aussi nettement qu'une ligne de front sur un champ de bataille. À l'ouest de Bridge Street s'élevaient d'élégantes terrasses géorgiennes en pierre jaune, où des officiers à la retraite, des veuves de colonels et des fils cadets de familles provinciales finissaient leurs jours dans une pauvreté décente, maintenant leur dignité grâce aux bonnes manières et aux relations anciennes. Ici, on livrait les journaux le matin, et le soir, on allumait les lampes à huile dans les salons où étaient accrochés des portraits d'ancêtres noircis et des aquarelles jaunies de ruines italiennes. Ici, on gardait des domestiques, ne fût-ce qu'une seule servante pour deux maisons, mais on en gardait. Ici, on observait les convenances. À l'est de cette même rue commençait un autre monde. Les cheminées d'usines de Morgan, Wilson et Chadwick fumaient au-dessus de ruelles étroites où s'entassaient des familles ouvrières, où le linge séchait directement au-dessus de la chaussée et où l'air était imprégné d'une odeur de charbon, d'huile de machine et de cette amertume particulière qu'exhale la misère humaine. Ici, il n'y avait pas de salon. Ici, il y avait des cuisines dans lesquelles dormaient les enfants et des coins dissimulés par un rideau en guise de chambre. Ici, les convenances étaient un luxe qu'on ne pouvait se permettre. Le colonel William Hartley appartenait à la moitié ouest, et la frontière entre les deux moitiés n'était pas pour lui une simple question de géographie. C'était la frontière entre l'ordre et le chaos, entre ce qui convient et ce qui est impensable. À 6 heures du matin, comme chaque matin depuis 8 ans, le colonel se réveillait sans réveil, une habitude militaire. 34 ans de service. D'abord en Espagne, puis en France, puis dans ce village boueux de Belgique, dont le nom était désormais connu de toute l'Europe, lui avait appris à se lever tôt et à ne pas perdre de temps sur ce qui pouvait être fait rapidement. Il s'habillait sans l'aide d'un valet de chambre. Il n'y avait plus de valet depuis longtemps, la pension ne permettait pas un tel luxe, mais il s'habillait avec le même soin qu'autrefois lorsqu'il se préparait pour une revue. Du linge propre, une redingote repassée, quoique légèrement élimée au coude, une cravate nouée dans les règles de l'art, des bottes cirées dès la veille jusqu'à briller comme un miroir. Non pas parce que quelqu'un le verrait, mais parce que le colonel William Hartley ne pouvait faire autrement. À 7 heures, il prenait son petit déjeuner, du porridge, du pain, du thé, en lisant le journal de la veille. Les nouvelles arrivaient à Kettleton avec du retard, mais cela ne dérangeait pas le colonel. Il avait compris depuis longtemps que le monde changeait plus lentement qu'il ne semblait à ceux qui lisaient les nouvelles fraîches. Le Parlement débattait, l'Europe se réorganisait, les usines se multipliaient. Tout cela était important, mais pas pour lui. Sa guerre s'était terminée 8 ans plus tôt, en juin, sous Waterloo, lorsque la cavalerie française s'était brisée contre les carrés britanniques et que le colonel Hartley, alors encore major, avait ramené les restes de son escadron hors du combat, tenant dans sa main un sabre ensanglanté et ressentant un vide là où autrefois battait le cœur d'un soldat. Après le petit déjeuner, une promenade. Cela faisait aussi partie du règlement que le colonel s'était lui-même imposé. Chaque matin, par tous les temps, il sortait de sa maison de Marlborough Terrace et arpentait la ville d'un pas militaire régulier, gardant le dos droit et sa canne à un angle déterminé. L'itinéraire changeait rarement. Descendre Marlborough Terrace, tourner à gauche sur Queen Street, passer devant la poste, devant la boutique de M. Graham où l'on vendait du tabac et des journaux, puis traverser le parc, un misérable lopin de terre avec des arbres chétifs et un monument à quelques bienfaiteurs oubliés, et revenir en remontant la colline vers les terrasses.
Il ne traversait pas Bridge Street. Il n'y avait rien là-bas qui pût l'intéresser. Il y avait la saleté, le bruit, les ouvriers d'usine se hâtant vers leur poste. Il n'y avait pas d'ordre. Mais ce matin-là, un matin brumeux d'octobre de l'an 1823, il se produisit quelque chose qui rompit le règlement. Le colonel marchait sur Bridge Street, encore du côté ouest, encore en sécurité, lorsqu'il aperçut un gant sur la chaussée. Il gisait tout au bord du trottoir, à moitié dans une flaque laissée par la pluie de la veille. Le gant était féminin, mais ce n'était pas le gant délicat en chevreau que portaient les dames de son milieu. C'était un gant de travail, grossier, en laine épaisse, gris de lavage et de poussière d'usine, avec une pièce sur l'index. Un gant d'ouvrière. Le colonel s'arrêta. Il aurait pu passer son chemin. Il aurait dû passer son chemin. Ce n'était pas son gant, pas son affaire, pas son côté de la rue. Mais il s'arrêta. 34 ans de service lui avaient appris beaucoup de choses, et entre autres, qu'un gentilhomme ne passe pas son chemin quand une dame perd son gant. Même si cette dame est une ouvrière d'usine, même si le gant est grossier et bon marché. Le code est le code. Le colonel Hartley se pencha. Son dos le lança légèrement. Cette maudite blessure, reçue sous Tarragone, n'avait jamais complètement guéri. Ramassa le gant et machinalement le secoua pour en ôter la boue. « Monsieur !» La voix était féminine, enrouée de fatigue et du froid matinal. Le colonel se redressa et la vit. Elle se tenait de l'autre côté de la rue, du côté est, là où se trouvait la frontière, et le regardait avec une expression où se mêlaient embarras, surprise et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait définir. La femme avait une trentaine d'années, peut-être un peu moins, vêtue d'une robe de travail en laine sombre, usée mais propre, avec un châle jeté sur les épaules. Les cheveux relevés sous un bonnet simple. Le visage pâle, aux traits marqués, pas beau mais mémorable. Les mains, il le remarqua immédiatement, l'œil professionnel d'un cavalier remarquait toujours les mains, rouges de travail, avec des coupures et des cales. Elle regardait le gant dans sa main. C'est... Elle hésita, et le colonel vit une rougeur monter à ses joues. « C'est mon gant, monsieur. Pardonnez-moi, je n'avais pas remarqué que je l'avais laissé tomber. » Le colonel Hartley était un homme de règlement et de convenance. Il savait ce qu'il convenait de faire. Traverser la rue, rendre le gant, soulever son chapeau, s'en aller. Rapidement, poliment, sans parole superflue. C'est ainsi qu'aurait agi un gentleman. Il regarda le côté est de Bridge Street, la chaussée sale, les flaques, l'odeur de fumée des cheminées d'usine qui commençaient déjà à fonctionner. La frontière. Il regarda le gant dans sa main, puis la femme, et traversa la rue. Ce ne fut pas une décision héroïque, ce ne fut même pas une décision. Ce fut simplement une habitude. L'habitude d'accomplir ce qui était juste, même si c'était incommode. Il traversa une flaque, monta sur le trottoir opposé et tendit le gant à la femme. « Le vôtre, madame, » dit-il, et sa voix résonna trop officielle, trop militaire pour une situation si simple. La femme prit le gant et leurs doigts se touchèrent un instant. Sa main était froide. « Je vous remercie, monsieur, » dit-elle doucement. « Vous êtes très bon. » Elle parlait correctement, sans ce dialecte grossier dont usaient les ouvriers d'usine, mais dans sa voix se trouvait cette intonation particulière qui trahissait une personne habituée à s'excuser d'exister. Le colonel Hartley souleva son chapeau. « Il n'y a pas de quoi, » dit-il. « Heureux d'avoir pu vous aider. » Il aurait dû partir. Le code était respecté, le gant rendu, l'affaire close. Mais il ne partit pas, parce que la femme le regardait étrangement. Pas avec gratitude,
pas avec timidité, avec quelque chose qui ressemblait à de la curiosité, comme si elle voyait quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir. « Vous, » commença-t-elle avant de s'interrompre. Puis, prenant son courage à deux mains, elle continua. « Vous êtes bien le colonel Hartley, n'est-ce pas? De Marlborough Terrace. » Il fut surpris. Il ne savait pas que de simples ouvrières connaissaient son nom. « Oui, dit-il, je suis le colonel Hartley. »« Je suis Hannah Fletcher, » dit la femme, en inclinant légèrement la tête. Pas tout à fait une révérence, mais une reconnaissance du fait que la différence de conditions existait. « Je travaille à l'usine Morgan, atelier de filature. » Le colonel ne savait que dire. Les convenances mondaines ne prévoyaient pas de faire connaissance avec des ouvrières d'usine dans la rue. Mais la courtoisie militaire exigeait une réponse. « Enchanté, Madame Fletcher, » dit-il, remarquant sur sa main la trace d'une alliance, bien que l'alliance elle-même eût disparu. « Veuve, monsieur, » précisa-t-elle, interceptant son regard. « Mon mari est mort il y a 3 ans. La phtisie. Recevez mes condoléances. Je vous remercie. » Une pause gênante, étrange. Le colonel se tenait du côté est de Bridge Street, à quelques pas de la frontière qu'il n'avait jamais franchie, et ne savait comment revenir en arrière sans paraître grossier. Hannah Fletcher sembla sentir son embarras. « Je dois y aller, monsieur, » dit-elle. « Je vais être en retard pour mon service. Merci encore. Pour le gant. » Elle inclina de nouveau la tête, se retourna et s'éloigna, d'un pas rapide et las, de quelqu'un qui sait que chaque minute de retard coûte de l'argent. Le colonel Hartley la regarda partir, puis regarda sa main. Les doigts avec lesquels il avait tenu le gant conservaient encore la sensation de la laine rugueuse et du froid d'une paume étrangère. Il traversa la rue en sens inverse, vers le côté ouest, vers son monde, et poursuivit sa promenade sur son itinéraire habituel. Mais quelque chose avait changé. Il ne pouvait dire quoi exactement. L'itinéraire était le même, les pas les mêmes, la canne au même angle. Mais à l'intérieur, quelque part dans cette partie de l'âme qu'il croyait morte depuis longtemps, après Waterloo, quelque chose avait bougé. C'était semblable à ce sentiment qu'il éprouvait avant le combat, une légère anxiété, le pressentiment de quelque chose d'inévitable, un mélange de peur et d'étrange excitation. Il repoussa ce sentiment. Sottise, sentimentalisme. Il était trop vieux pour de telles choses. Mais le soir, assis dans son salon devant la cheminée, il se surprit à penser aux gants, à la laine rugueuse, à la pièce sur l'index, aux mains froides d'Hannah Fletcher, et à l'étrangeté avec laquelle son nom avait résonné. Hannah. Un nom simple, biblique. Un nom que portaient aussi bien les duchesses que les servantes. Mais dans son cas, il sonnait juste. Aussi juste que son regard direct, que sa gratitude sans servilité, que sa dignité dans sa robe usée. Le colonel Hartley se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda les lumières de la partie est de la ville. Là-bas, au-delà de Bridge Street, au-delà de la frontière, les cheminées d'usine fumaient même la nuit. Là-bas, les gens travaillaient 12 heures par jour, rentraient dans leurs chambres exiguës, se couchaient sur des lits durs et se levaient avant l'aube pour tout recommencer. Là-bas vivait Hannah Fletcher, veuve, ouvrière. Une femme qui portait un gant rapiécé. Une femme qui l'avait regardée non comme un maître, mais comme un homme. Le colonel s'éloigna de la fenêtre, se versa un verre de Porto, du bon marché, pas celui qu'il buvait dans sa jeunesse, et se rassit près de la cheminée. Il n'était pas un imbécile.
Il savait que cette rencontre ne signifiait rien. Un gant, une rue, quelques mots, un hasard. Demain, il se lèverait à 6 heures, déjeunerait, partirait en promenade sur son itinéraire habituel, et tout serait comme avant. Mais au fond de lui, dans cette partie qui se souvenait encore des battements du cœur d'un soldat avant le combat, il savait que c'était faux. Quelque chose avait commencé. Quelque chose d'étrange, d'incongru, d'absurde. Mais quelque chose dont il ne pouvait déjà plus se défaire, même s'il l'avait voulu. Le colonel Hartley n'était pas homme à s'illusionner. Aussi, le lendemain matin, lorsqu'il découvrit qu'au cours de sa promenade, il avait modifié son itinéraire et se dirigeait à présent par Bridge Street vers la fabrique de Morgan, il s'avoua honnêtement ce qu'il était en train de faire. Il cherchait Hannah Fletcher. C'était stupide. C'était déplacé. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'on lui avait enseigné depuis l'enfance. Un gentleman ne recherche pas la compagnie d'ouvrières d'usine. Un gentleman ne modifie pas son itinéraire pour une connaissance fugace avec une femme du peuple. Un gentleman ne reste pas planté au coin de Bridge Street et de Miller Street à 7 heures du matin, feignant d'étudier la vitrine d'une quincaillerie. Pourtant, c'était précisément ce que faisait le colonel Hartley. Il resta là 20 minutes, se sentant parfaitement idiot. Des flots d'ouvriers passaient devant lui. Des hommes en veste grossière, des femmes en châle, des enfants qu'on menait au travail bien trop tôt. Tous se hâtaient. Tous faisaient partie de ce monde que le colonel n'avait jamais tenté de comprendre. Un monde où il n'y avait pas de temps pour se promener pour le plaisir. Permettez-moi de m'éloigner un instant du colonel Hartley et de ses gants pour vous parler de ces femmes qui passaient à côté de lui. Une ouvrière d'usine en 1823, ce n'est pas un métier, c'est une condamnation. Les femmes constituaient la majorité dans les ateliers de filature pour une simple raison. On leur payait 2 fois moins que les hommes pour le même travail. 6 shillings par semaine étaient considérés comme un bon salaire. Soustrayez de cela le loyer, la nourriture, le combustible, il ne restait rien de plus que la survie. La journée commençait à 6 heures du matin. La sonnerie de la cloche de l'usine. Un retard de 3 minutes, une amende de demi-shilling, presque le salaire journalier. 12 heures sans pause, à l'exception de 20 minutes pour le déjeuner, que l'on prenait là même, dans l'atelier, au milieu du bruit des machines et de la poussière de coton qui obstruait les poumons. L'air était tel qu'après 1 an de travail, beaucoup commençaient à tousser. Au bout de 5 ans, ils crachaient du sang. Les maîtres dans les usines étaient des rois dans leurs ateliers. Ils pouvaient être punis pour avoir parlé, pour que la travailleuse se soit tournée vers la fenêtre, pour s'être assise 1 minute, pour tout. Et les femmes enduraient, car il n'y avait pas d'alternative. Les veuves, comme Hannah, n'avaient en fait pas le choix. Soit l'usine, soit la pauvreté et l'hospice. Le colonel regardait ces femmes et ne comprenait pas leur monde. Il vivait dans un monde où être en retard pour le déjeuner signifiait une soupe froide et non des enfants affamés. Où le mot « gentleman » signifiait quelque chose. Où les règles protégeaient et non étouffaient. Mais maintenant, se tenant au coin de Bridge Street et scrutant l'une de ces femmes, il faisait le premier pas vers la compréhension. Sans le savoir. Hannah Fletcher ne se montra jamais. Le colonel rentra chez lui en se sentant ridicule. Lui, William Hartley, officier de cavalerie qui avait mené un escadron à l'attaque sous les boulets français, se tenait au coin d'une rue dans l'espoir d'apercevoir une femme avec laquelle il avait échangé quelques mots. Absurde. Un caprice de vieillard. Il décida d'oublier cette histoire. Mais le lendemain matin, il reprit le même itinéraire. Et le surlendemain. À la fin de la semaine, le colonel Hartley fut contraint d'admettre que sa vie
qui s'écoulait depuis 8 ans selon un emploi du temps rigoureux, commençait à se dérégler. Il se réveillait plus tôt que d'habitude, s'habillait avec plus de soin, sortait de chez lui, non pas à l'heure habituelle, mais de manière à se trouver dans Bridge Street, précisément au moment où les ouvriers de l'usine partaient pour l'équipe du matin. Il vit Anna 3 fois, toujours de loin, toujours dans la foule. Elle marchait vite, la tête baissée, comme si elle craignait d'être en retard. Une fois, il faillit l'appeler, mais se retint au dernier moment. Que pouvait-il dire? « Bonjour, Madame Fletcher. Je me trouve par hasard ici pour la 6e fois de la semaine ?» Cela aurait été ridicule. Pire encore, cela aurait été la vérité. Le colonel revint à son itinéraire habituel, s'ordonnant de cesser cette sottise. Mais les ordres qu'il se donnait ne fonctionnaient plus comme avant. Quelque chose dans son règlement intérieur s'était brisé. Le salut, si l'on pouvait appeler cela un salut, vint de manière inattendue. Le mercredi, le colonel se rendit au salon d'assemblée de Queen Street. Une fois par semaine, s'y réunissaient des gentlemen de son milieu, officiers en retraite, veufs, célibataires, fils cadets de familles appauvries, pour jouer au whist, échanger des nouvelles et entretenir l'illusion d'une vie sociale. Le colonel n'aimait pas ces réunions, mais les fréquentait par sens du devoir. La solitude était permise, l'ermitage, non. Ce soir-là, il jouait en équipe avec le major Peter Warrington, un ancien camarade de la campagne des Pyrénées. Warrington avait 5 ans de plus que le colonel, souffrait de la goutte et avait l'habitude de répéter les mêmes histoires de guerre, mais c'était néanmoins un partenaire de whist acceptable et la seule personne à Kettleton avec qui le colonel pouvait parler d'autre chose que du temps qu'il faisait. « Étrange affaire, Hartley, » dit Warrington en distribuant les cartes. « Je vous ai vu la semaine dernière dans Bridge Street, le matin. Vous changez d'itinéraire pour vos promenades ?» Le colonel sentit quelque chose se contracter en lui. « J'ai simplement eu envie de marcher dans une autre direction, » dit-il aussi indifféremment que possible. Warrington plissa les yeux. « Du côté des usines ? Choix étrange pour une promenade matinale. » Fumée, saleté, foule d'ouvriers, pas le spectacle le plus agréable. « De la variété, » répondit brièvement le colonel en étudiant ses cartes. Warrington renifla. « De la variété. À notre âge, Hartley, la variété est une chose dangereuse. Elle mène à des conséquences imprévisibles. » Il posa une carte sur la table et la partie continua. Mais le colonel savait que la conversation n'était pas terminée. Warrington était un vieux soldat. Il savait mener une reconnaissance. Après la partie, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée avec des verres de mauvais madère, le major revint sur le sujet. « Écoutez, Hartley, » dit-il en baissant la voix, « je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais vous êtes mon ami, et je dois vous le dire. Les gens remarquent. » « Qu'est-ce qu'ils remarquent exactement ?» demanda le colonel, bien qu'il connût parfaitement la réponse. « Que vous vous mettez à apparaître dans la partie est de la ville, là où les gens convenables ne vont pas, et que vous... » Warrington s'interrompit, cherchant ses mots. « Regardez autour de vous, comme si vous cherchiez quelqu'un. » Le colonel serra les mâchoires. « Je me promène simplement. »« Bien sûr, bien sûr. » Warrington hocha la tête. « Mais voyez-vous, Hartley, dans une petite ville comme Kettleton, les gens aiment les commérages. Et quand un gentleman de votre rang commence à apparaître dans des endroits inappropriés, eh bien, vous comprenez, des questions se posent. » « Quelles questions ?» Warrington soupira. « Y a-t-il là une femme ?» Le colonel sentit le sang lui monter au visage. Non pas de honte, de rage, de l'envie de frapper Warrington en plein sur son nez goutteux. Mais au lieu de cela, il posa calmement son verre sur la table
et regarda le major droit dans les yeux. « Non, dit-il froidement. Il n'y a pas de femme. » C'était la vérité. Techniquement. Il n'y avait aucune relation, aucune rencontre, aucune conversation, rien qui pût être qualifié de liaison. Il n'y avait qu'un gant, quelques regards fugitifs de loin, et l'absurdité totale de son propre comportement. Warrington hocha la tête avec soulagement. « Ravi de l'entendre. Pardonnez-moi d'avoir posé la question, mais mieux vaut prévenir que se taire. Vous savez comment on considère ici les liaisons inconvenantes. Un officier doit préserver sa réputation, même à la retraite. »« Je me souviens de mon devoir, Major, » dit le colonel, et sa voix résonna aussi sèchement qu'à la parade. Ils ne parlèrent plus de ce sujet. Mais lorsque le colonel rentra chez lui cette nuit-là, les mots de Warrington résonnaient à ses oreilles. « Y a-t-il là une femme ?» Oui, il y avait une femme. Une femme à qui il n'adressait pas la parole. Une femme qu'il ne voyait que de loin. Une femme qui, probablement, ne se souvenait même pas de leur rencontre. Mais une femme à laquelle il pensait chaque matin. C'était humiliant. C'était indigne. C'était une violation complète de toutes les règles selon lesquelles il vivait. Et cela continuait. 2 semaines plus tard, survint un événement qui changea tout. Le colonel revenait d'une énième promenade inutile, il ne se leurrait plus sur les objectifs de ses promenades, lorsqu'il vit un attroupement devant les grilles de l'usine Morgan. Une foule de femmes, des voix fortes, quelqu'un pleurait. Il s'approcha, sans comprendre lui-même pourquoi. Au centre de la foule se tenait Anna Fletcher. Elle tenait dans ses mains un baluchon de vêtements, et son visage était pâle comme la craie. À côté d'elle, un homme costaud en redingote de contremaître, de surveillant, disait quelque chose d'une voix dure et désagréable. « La 3e fois en 1 mois, Fletcher. La 3e fois. Tu crois que M. Morgan tient un hospice? En retard, tu paies une amende. Tu ne veux pas payer? Tu cherches un autre endroit. »« Je paierai, Monsieur Cool, » disait Anna, et sa voix tremblait. « Je vous le promets. Donnez-moi juste 1 semaine de plus. Ma fille était malade, je... »« Ta fille était malade, » singea le contremaître. « Tout le monde a des enfants malades. Mais tout le monde arrive à l'heure. Et toi, tu es spécial, c'est ça? Tu crois que les règles ne sont pas faites pour toi? »« Non, monsieur, je ne... »« Dehors! Et ne te montre plus. » Morgan ne garde pas les paresseuses. Il la repoussa, et Anna faillit perdre l'équilibre. Le baluchon tomba de ses mains, les affaires se répandirent sur la chaussée sale. Le colonel Hartley fit un pas en avant, sans même réfléchir. « Pardon, » dit-il d'une voix forte, et sa voix trancha le bruit de la foule comme un ordre sur un terrain de manœuvre. Tous se retournèrent. Le contremaître Cool le fixa avec perplexité. « Qui êtes-vous ?»« Colonel William Hartley, » dit le colonel. Et il le dit comme il l'avait dit pendant 34 ans, avec cette assurance absolue d'un homme habitué à être obéi. Et je suppose qu'un gentleman ne traite pas ainsi une dame, même si cette dame est son employée. Un silence de mort s'installa. Cool ouvrit la bouche, puis la referma. Puis dit, avec une moquerie mal dissimulée, « Une dame, c'est une ouvrière, monsieur, une simple ouvrière, et elle a enfreint les règles. Néanmoins, le colonel fit un pas de plus, c'est une femme, et vous venez de la bousculer, sous mes yeux. » Il n'élevait pas la voix, ce n'était pas nécessaire. 34 ans de commandement lui avaient appris que le véritable pouvoir n'exige pas de crier. Cool pâlit, puis rougit.
Depuis quand les militaires apprennent-ils aux contremaîtres d'usine comment gérer les ouvriers? Depuis que les contremaîtres oublient ce que signifie être un gentleman, répondit le colonel. La foule se figea. C'était un défi public, direct. Dans une petite ville comme Keddleton, ces choses-là ne s'oublient pas. Cool recula d'un pas. Il n'était pas idiot. Il savait qu'il avait devant lui un homme qui pouvait rendre sa vie très désagréable. Un officier à la retraite, un gentleman, ces gens-là avaient des relations. Je faisais simplement mon travail, marmonna-t-il. Alors faites-le sans grossièreté, dit le colonel. Puis il se tourna vers Anna, qui se tenait immobile, le regardant avec des yeux écarquillés. Madame Fletcher, permettez-moi de vous aider. Il se pencha, ramassa son baluchon, rassembla les affaires éparpillées, les maigres affaires d'une ouvrière, un tablier usé, des bas de rechange, et les lui tendit. Leurs doigts se touchèrent à nouveau. « Je vous remercie, monsieur, » murmura-t-elle. « Venez, » dit le colonel, « je vais vous raccompagner. » Il lui offrit son bras, comme il l'aurait offert à une duchesse à un bal, et après une seconde d'hésitation, Anna le prit. Ils s'éloignèrent, sous les regards stupéfaits de la foule. Le colonel ne se retourna pas. Il savait que derrière eux, un obus venait d'exploser. Que demain, tout Keddleton parlerait de cela, qu'il venait de commettre un suicide social. Et il s'en moquait, parce que sur son bras reposait la main d'Anna Fletcher. Et c'était la seule chose qui comptait. Ils marchèrent dans silence pendant près de 5 minutes avant que le colonel ne réalise qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où il allait. Anna Fletcher tenait son bras légèrement, presque sans poids, comme si elle craignait de trop s'y appuyer. Ils tournèrent de Bridge Street dans une ruelle étroite, puis dans une autre, et le colonel se retrouva dans une partie de la ville où il n'était jamais venu auparavant. Les maisons ici se dressaient si près les unes des autres que les étages supérieurs se touchaient presque. Du linge séchait sur des cordes tendues entre les fenêtres. Des enfants jouaient dans la boue directement sur la chaussée. Ça sentait quelque chose d'aigre, du vieux chou, de l'eau stagnante, la misère. Le colonel marchait, gardant le dos droit comme à la parade. Bien qu'à l'intérieur, tout se contractait en lui, à la conscience de ce qu'il avait fait. Finalement, Anna s'arrêta devant l'une des maisons. Un bâtiment penché, avec de la peinture écaillée et des vitres fissurées. « Nous sommes arrivés, » dit-elle doucement, et libéra prudemment son bras. Le colonel regarda la maison, puis elle. « Vous vivez ici ?»« Je loue une chambre au 2e étage, » répondit Anna. « Avec ma fille. 7 shillings par mois. 7 shillings. » Le colonel payait plus pour son tabac. Il ne savait pas quoi dire. Tous les mots qui lui venaient à l'esprit sonnaient soit pitoyables, soit condescendants, soit simplement stupides. Anna sembla sentir son embarras. Elle prit son baluchon, il le tenait toujours dans ses mains, et dit « Je vous remercie, colonel Hartley, pour ce que vous avez fait. Vous avez été très bon. »« J'ai été honnête, » objecta le colonel. « Cet homme s'est comporté grossièrement. » « Cet homme était mon contremaître, » corrigea doucement Anna. « Et maintenant j'ai perdu ma place. Mais quand même, merci. » Elle se tourna vers la porte, mais le colonel l'arrêta. « Attendez, vous avez vraiment perdu votre travail ?» Anna le regarda avec une légère surprise. « Bien sûr, vous avez entendu. Monsieur Coles m'a dit de ne pas revenir. »« Mais c'est injuste. Vous êtes arrivé en retard à cause d'un enfant malade. » La justice, Anna eut un faible sourire, est un luxe que des gens comme moi ne peuvent se permettre, monsieur. À l'usine de Morgan, il y a 150 ouvrières. Si l'une s'en va,
Demain, il y aura 10 candidates pour prendre sa place. Monsieur Coles le sait, je le sais. Et la justice n'a rien à voir là-dedans. Le colonel sentit monter en lui cette même colère qui autrefois le poussait à l'assaut. Alors j'irai voir le propriétaire de l'usine, ce Morgan. Je lui expliquerai la situation. Je lui demanderai de vous reprendre. Non! Anna lui saisit la main et dans sa voix résonna une véritable inquiétude. Je vous en prie, ne faites pas cela. Vous ne feriez qu'empirer les choses. Comment pourrais-je empirer? Vous ne comprenez pas, l'interrompit-elle. Et pour la première fois, le colonel entendit dans sa voix non de la soumission, mais quelque chose de tranchant, presque de courroucé. Si vous allez voir Monsieur Morgan, si vous vous mettez à intervenir, tout le monde pensera que entre nous, et s'interrompit, rougissant. Le colonel comprit, et rougit lui-même. Oh, dit-il, c'est-à-dire, je ne voulais absolument pas. Je sais. Anna lâcha sa main. Vous êtes un gentleman. Vous vouliez simplement aider. Mais voyez-vous, monsieur, quand un gentleman aide une femme comme moi, les gens pensent d'une certaine façon. Et si ces rumeurs parviennent aux autres usines, on ne m'embauchera nulle part. Jamais. Elle dit cela simplement, sans drame, comme un constat. Et cela n'en fut que plus pénible. Le colonel se tenait au milieu de la rue sale, se sentant parfaitement idiot. Il avait voulu aider. Il avait agi selon le code d'honneur qu'il avait respecté toute sa vie. Et au lieu de cela, il avait placé cette femme dans une situation encore pire. « Pardonnez-moi, dit-il enfin. Je n'ai pas réfléchi, j'ai simplement vu une injustice et... » « Et vous avez agi comme doit le faire un officier, » acheva Anna. « Je comprends. Et je vous en suis reconnaissante. Vraiment. Simplement, elle soupira. Simplement, dans mon monde, les règles sont différentes. » Ils restèrent silencieux. Quelque part en haut, un enfant se mit à pleurer. Une porte claqua. Une voix de femme appela quelqu'un d'un ton sec et las. « Qu'allez-vous faire » demanda le colonel. Anna haussa les épaules. « Chercher un autre travail. L'usine de Chadwick, peut-être? Ou celle de Wilson? Il paie moins, mais... » Elle ne termina pas. « Et en attendant ?»« En attendant, j'ai 3 livres d'économie, » dit Anna. « De quoi tenir un mois. Peut-être un mois et demi si j'économise. » 3 livres. Le colonel dépensait autant en vin par semaine. Il porta la main à sa poche pour prendre son portefeuille, mais Anna recula instantanément. « Non, dit-elle fermement. Merci, mais non. »« Mais je me sens responsable. Je n'ai pas besoin de charité, monsieur. » Sa voix devint froide. « J'ai des mains. J'ai une tête. Je trouverai du travail moi-même. » Cela sonna presque comme une insulte, et le colonel comprit soudain que ce qui l'avait offensé n'était pas l'offre d'argent en elle-même, mais le fait qu'il l'ait considéré comme quelqu'un qui accepterait l'aumône. Il rangea son portefeuille. « Je vous prie de m'excuser, » dit-il. « Je ne voulais pas... Je sais. » Anna s'adoucit. « Vous vouliez aider. Mais comprenez-vous, colonel ?» Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Il me reste peu de choses. Mais il me reste ma fierté. Et c'est la dernière chose que je ne peux perdre. » Le colonel la regarda, sa robe usée, ses mains rougies par le travail, son visage pâle et fatigué. Et soudain, il vit clairement ce qu'auparavant, il n'avait fait que confusément ressentir. Cette femme était pauvre. Elle avait perdu son mari, son travail, vivait dans un taudis et louait une chambre pour 7 shillings par mois. Mais elle n'était pas brisée. Il y avait en elle une dignité, non pas ostentatoire, non pas apprise dans des cours de danse,
mais véritable, forgé dans la lutte pour la survie. « Je comprends, » dit-il doucement, « et je respecte cela. » Anna sourit, le premier vrai sourire qu'il voyait sur son visage. « Merci, » dit-elle, « pour votre compréhension. C'est rare. » Elle se tourna vers la porte, mais le colonel ne pouvait simplement partir. « Madame Fletcher, » dit-il, « puis-je, c'est-à-dire, si vous avez besoin d'aide, pas d'argent, mais peut-être une recommandation, ou... » « Si j'en ai besoin, » l'interrompit-elle, « je vous le ferai savoir, je vous le promets. »« Mais comment pourrez-vous... »« Je sais où vous habitez, colonel Hartley, » dit Anna avec un léger sourire. « Marlborough Terrace, numéro 7. Tout Keddleton sait où vivent les gentlemen. » Elle lui fit un signe de tête, pas une révérence, juste un signe, et disparut derrière la porte. Le colonel resta debout dans la rue, se sentant étrangement vidé. Il avait perdu cette bataille. Il avait voulu aider, il avait nui. Il avait voulu protéger, il avait mis en danger. Il avait voulu agir honorablement, il avait violé les règles d'un monde étranger qui ne comprenait pas. Il repartit lentement vers l'ouest, vers son côté de la ville. À chaque pas, le monde autour de lui changeait. Les rues devenaient plus propres, les maisons plus hautes. Les gens marchaient non pas pressés, mais d'un pas de promenade. La boue cédait la place aux pavés, les pavés aux trottoirs. Quand il arriva à Marlborough Terrace, il faisait déjà nuit. Le colonel monta dans son salon, se versa un verre de Porto et s'assit près de la fenêtre. En bas, du côté est de la ville, clignotaient les lumières des usines. Quelque part là-bas, dans une maison penchée d'une rue sale, Anna Fletcher couchait sa fille, comptait ses 3 livres, pensait à où chercher du travail demain. Et le colonel Hartley, pour la première fois en 8 ans, se sentit complètement inutile. Le matin, il fut réveillé par des coups à la porte. Le colonel ouvrit les yeux, vit que le soleil était déjà haut, il avait trop dormi pour la première fois depuis de nombreuses années, et entendit la voix de sa cuisinière, Madame Biddle, d'en bas. « Colonel, il y a quelqu'un pour vous !» Le colonel s'habilla à la hâte et descendit. Le major Warrington se tenait dans le vestibule. Son visage était solennel. « Hartley, » dit-il sans préambule, « il faut que je vous parle. » Ils passèrent au salon. Le colonel versa du café, froid, Mrs. Biddle l'avait préparé 1 heure plus tôt, et s'assit en face de son vieil ami. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, bien qu'il s'en doutât déjà. « Toute la ville en parle, » dit Warrington, « de vous et de cette femme. Elle s'appelle Anna Fletcher. Peu m'importe son nom, trancha le major. Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait. Sous les yeux d'une 50aine de témoins, vous avez pris la défense d'une ouvrière. Vous avez publiquement insulté un contremaître. Vous avez raccompagné cette femme chez elle. Hartley, comprenez-vous ce que cela signifie ? Je comprends, répondit calmement le colonel. Cela signifie que je me suis conduit en gentleman. Cela signifie, Warrington haussa le ton, que vous êtes devenu l'objet de ragots. Hier soir au club, on ne parlait que de cela. Le colonel Hartley et sa maîtresse d'usine, le vieil officier et la jeune veuve. Un scandale, monsieur. Un véritable scandale. « Elle n'est pas ma maîtresse, » dit froidement le colonel. « Alors qu'est-elle pour vous ?» lança Warrington. « Une amie ? Une connaissance ? Une protégée ? Expliquez-moi, Hartley. Quelle relation pouvez-vous avoir avec une ouvrière d'usine qui ne suscite pas de ragots ?» Le colonel ouvrit la bouche, la referma. Il ne pouvait pas expliquer, parce qu'il ne connaissait pas lui-même la réponse. Qu'était-elle pour lui ? La femme dont il avait ramassé le gant ?
la femme à qui il pensait chaque matin, la femme pour qui il avait modifié l'itinéraire de ses promenades, la femme qu'il avait fait ressentir quelque chose pour la première fois depuis 8 ans, depuis Waterloo. « Je voulais simplement l'aider, » dit-il finalement. « L'aider !» Warrington renifla. « Hartley, si vous voulez aider les pauvres, faites de la charité. Donnez à l'église, distribuez l'aumône. Mais ne vous mêlez pas des affaires des ouvriers d'usine. Et surtout, ne choisissez pas une femme en particulier pour votre aide. » Que proposez-vous? D'arrêter, immédiatement. Ne plus vous montrer dans ce quartier. Ne plus parler à cette femme. Laissez les ragots s'apaiser. Et si je ne veux pas? Warrington le regarda longuement, avec tristesse. Alors je crains que vous ne perdiez le peu qui vous reste, Hartley. Votre réputation, le respect, votre place dans la société. Vous deviendrez la risée de tous. Un vieux fou qui s'est entiché d'une ouvrière. Est-ce ce que vous voulez? Je ne suis pas entiché, dit le colonel. Mais les mots sonnèrent faux, même à ses propres oreilles. Warrington se leva. Réfléchissez, Hartley. Réfléchissez bien. Vous avez vécu toute votre vie selon un code d'honneur. Ne détruisez pas tout maintenant. Pas pour une femme que vous connaissez à peine. Il sortit, laissant le colonel seul. Le colonel resta assis dans le salon vide, regardant par la fenêtre. Warrington avait raison. Bien sûr qu'il avait raison. C'était une situation insensée, absurde. Lui, officier à la retraite de 52 ans, et elle, veuve ouvrière de 29 ans. Entre eux s'ouvrait un abîme, de classe, de position, d'éducation, de tout. Il devait arrêter. Il devait oublier. Mais quand il fermait les yeux, il voyait son sourire. Il entendait ses mots. « Il me reste ma fierté. Et c'est la dernière chose que je ne peux perdre. » Et il comprenait qu'il ne pourrait pas arrêter, même si cela devait lui coûter tout. Le colonel William Hartley avait toujours résolu les problèmes méthodiquement. Dans l'armée, toute tâche se décomposait en étapes. Reconnaissance, planification, exécution. Il appliqua la même approche à la situation d'Anna Fletcher. Problème: la femme avait perdu son travail à cause de son intervention. Solution: lui trouver un nouvel emploi. Obstacle: le faire de manière à ne pas susciter de ragots et ne pas blesser sa fierté. Cela semblait simple. En pratique, ce fut une catastrophe. La première tentative fut entreprise 3 jours après la conversation avec Warrington. Le colonel, vêtu de sa plus belle redingote et armé de sa canne, se rendit à l'usine de Chadwick. Là, il demanda à rencontrer le propriétaire. M. Chadwick se révéla être un homme de petite taille, au visage rougeaud, avec les manières d'un boutiquier enrichi dans le commerce du coton. Il reçut le colonel dans son bureau, une pièce exiguë, bourrée de registres de comptabilité et empestant la fumée de cigares. « Colonel Hartley !» s'exclama-t-il. « Quel honneur! Que puis-je pour vous ?»« Je viens vous recommander une ouvrière, » dit le colonel, se sentant extrêmement mal à l'aise. « Madame Anna Fletcher, veuve, fileuse expérimentée, consciencieuse, ponctuelle. »« Fletcher ?» Chadwick plissa les yeux. « Celle de l'usine de Morgan? Celle à cause de qui toute la ville jase ?» Le colonel se figea. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Allons, colonel !» Chadwick eut un sourire narquois. « Tout Bridge Street en parle. » Vous avez pris sa défense, vous avez publiquement insulté le contremaître, vous l'avez raccompagnée chez elle. Et maintenant vous venez me la recommander. Curieuse histoire, n'est-ce pas? Cette femme a besoin de travailler, dit sèchement le colonel. Ses qualifications ne font aucun doute. Peut-être bien,
Chadwick se renversa dans son fauteuil. Mais voyez-vous, monsieur, je ne peux pas engager une ouvrière qui, comment dire, se trouve sous la protection d'un gentleman. Cela créerait des problèmes. Les autres ouvrières vont commencer à être jalouses. Les contremaîtres ne sauront pas comment la traiter. Non, non, c'est impossible. Elle n'est pas sous ma protection. Bien sûr, acquiesça Chadwick avec une incrédulité manifeste. Mais tout de même, voyez-vous, colonel, dans notre métier, la réputation est importante. Et si une femme est mêlée à un scandale... Quel scandale? La voix du colonel devint dangereusement basse. Je n'ai fait que rendre son gant à cette dame. Et ensuite, vous vous êtes publiquement querellé avec Maître Morgan à son sujet. Et ensuite, vous l'avez raccompagnée chez elle. Et maintenant, vous venez plaider en sa faveur pour un emploi. Colonel, vous êtes un homme militaire. Vous savez à quoi ressemblent les faits, mis bout à bout. Le colonel se leva. « Je vous remercie de votre temps, monsieur Chadwick, » dit-il d'un ton glacial. « Je ne vous dérangerai pas davantage. » Il sortit du bureau, le dos droit et les poings serrés, sentant que derrière lui, Chadwick retenait à peine son rire. La reconnaissance avait échoué. La deuxième tentative fut encore plus humiliante. Le colonel décida d'agir par l'intermédiaire de l'Église. Le vicaire de Kettleton, le révérend Thomas Elliott, était un homme raisonnable. Il s'occupait d'œuvres de charité, aidait les pauvres, organisait des collectes de fonds pour les nécessiteux. Bien sûr, il comprendrait. Le colonel se rendit au presbytère le dimanche après l'office. « Monsieur ?» Elliott le reçut dans son bureau, une pièce confortable avec des étagères de livres et une vue sur le cimetière de l'église. « Colonel Hartley ?» Le vicaire sourit. « Ravi de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène ?»« Je voudrais discuter d'un cas de charité, » commença prudemment le colonel. « Une femme veuve, avec un enfant, et s'est retrouvée sans travail. Je me suis dit que peut-être la paroisse pourrait... »« Anna Fletcher ?» demanda le vicaire, et le sourire disparut de son visage. « Vous la connaissez ?»« Je la connais. » Le vicaire soupira. « Elle est venue me voir il y a 3 jours. Elle demandait de l'aide pour trouver du travail. Je lui ai donné une recommandation pour un poste de servante chez la veuve Fairfax. Mais quand Madame Fairfax a appris que Madame Fletcher, qu'elle était cette femme même à qui l'on associe votre nom, le poste ne s'est pas concrétisé. » Le colonel sentit tout se contracter à l'intérieur. « Vicaire, je vous jure qu'il n'y a rien d'inconvenant entre moi et Madame Fletcher. »« Je vous crois, colonel, » dit doucement Elliott. « Mais comprenez-vous, la foi est une chose, et l'opinion de la société en est une autre. Et tant que les gens vous associeront à cette femme, il lui sera très difficile de trouver une place convenable. Si vous voulez vraiment l'aider... » Il marqua une pause. « Peut-être que le mieux serait de cesser de... l'aider. » Le colonel quitta le presbytère en se sentant acculé. La planification avait échoué. Le lendemain, il tomba sur Anna au marché. C'était un hasard, du moins le colonel se le disait-il ainsi, bien qu'au fond de lui, il sut qu'il avait délibérément choisi l'heure où les ouvrières vont faire leurs courses. Elle se tenait devant l'étal de légumes, marchandant pour un chou, et le colonel vit comment la marchande la regardait avec un mépris mal dissimulé. « 2 pence le chou ?» disait Anna. « La semaine dernière, c'était 1 penny et demi. »« La semaine dernière, tu travaillais, Fletcher, » rétorqua la marchande. « Et maintenant, tu vis de l'argent d'un gentleman. Tu peux bien payer 2 pence. » Anna pâlit. « Je ne vis de l'argent personne. »« Ah oui, bien sûr, c'est ce qu'elles disent toutes. 2 pence ou dégage. » Le colonel fit un pas en avant d'avoir pu s'arrêter. « Je prends ce chou, » dit-il en tendant une pièce, « et 3 autres choux, pour Madame Fletcher. » Un silence de mort s'installa. Anna se retourna, et sur son visage,
se lisait une expression d'horreur. « Colonel Hartley, chuchota-t-elle, il ne faut pas. »« Mais cette femme vous a insulté !»« S'il vous plaît. » Anna lui saisit le bras. « Partons d'ici, tout de suite. » Elle l'entraîna loin de l'étal, loin de la foule d'yeux curieux. Ils tournèrent dans une ruelle étroite entre les maisons, et ce n'est que là qu'Anna s'arrêta. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites. » Elle était hors d'elle. « Vous venez de confirmer tous les ragots. Vous m'avez acheté des choux. » « Au marché, devant tout le monde. »« Mais elle vous a appelé. On m'a appelé bien pire, » coupa Anna. « Et j'aurais pu survivre aux mots. Mais ce que vous faites, colonel, vous me détruisez. Vous comprenez? Chaque fois que vous essayez d'aider, vous ne faites qu'empirer les choses. » Le colonel restait là, se sentant complètement idiot. « Pardonnez-moi, » dit-il avec impuissance. « Je n'ai pas pensé. Je voulais juste, je sais ce que vous vouliez. » Anna se couvrit le visage de ses mains. « Mon Dieu, je le sais. Vous êtes un homme bon, honnête. Vous voyez l'injustice et vous voulez la réparer. Mais colonel, vous ne pouvez pas réparer ma vie. Vous ne comprenez même pas comment elle fonctionne. » Elle baissa les mains, et le colonel vit que ses yeux étaient pleins de larmes. « J'ai cherché du travail pendant 2 semaines, » dit-elle doucement. « J'ai fait le tour de toutes les fabriques, tous les magasins, toutes les maisons où l'on cherche des servantes. Et partout la même réponse. « Nous avons déjà entendu parler de vous, Madame Fletcher. Merci, mais non. Vous comprenez? Votre bonté a fait de moi une lépreuse. » Le colonel sentit quelque chose s'effondrer en lui. « Qu'allez-vous faire? » ?»« Je ne sais pas. » Anna s'essuya les yeux. « Il me reste 2 livres. Ça suffira pour 3 semaines. Peut-être 1 mois, si j'économise vraiment. Et après... » Elle ne termina pas sa phrase. « Je vais vous donner de l'argent. » Le colonel fouilla dans sa poche, mais Anna l'arrêta. « Non, nous en avons déjà discuté. Je n'en prendrai pas. »« Alors quoi? Que puis-je faire ?» Anna le regarda d'un long regard là. « Me laisser tranquille, » dit-elle. « C'est la seule chose qui puisse aider. Si les gens voient qu'il n'y a rien entre nous, peut-être que les ragots s'apaiseront. Et alors, peut-être que quelqu'un me donnera du travail. »« Mais je ne peux pas simplement. »« Vous pouvez, » dit Anna d'un ton dur. « Et vous devez. Pour moi. Pour ma fille. »« Vous avez une fille ?» dit le colonel comme une révélation, bien qu'il le sût depuis longtemps. « Mary, elle a 8 ans. Elle ne comprend pas pourquoi maman ne va plus travailler, pourquoi nous mangeons moins, pourquoi je pleure la nuit. » La voix d'Anna se brisa. « Colonel Hartley, si vous voulez vraiment m'aider, partez et ne revenez pas. » Elle fit volte-face et s'éloigna, le laissant seul dans la ruelle. Le colonel la regarda partir et sentit grandir en lui ce même vide qu'après Waterloo. La représentation avait échoué. Il rentra chez lui et resta assis dans son fauteuil jusqu'au soir, le regard perdu dans le vide. Elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. Chacun de ses actes, chaque tentative d'aide, ne faisait qu'aggraver sa situation. Il était comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, énorme, maladroit, détruisant tout ce qu'il touchait. Il devait partir. Devait la laisser en paix. Des veilles retournées à sa vie réglée, à ses promenades sur son itinéraire habituel, à ses soirées au club avec Warrington. Devait oublier Anna Fletcher. À 8 heures du soir, on frappa à la porte. Le colonel ouvrit et se figea. Sur le seuil se tenait une fillette d'environ 8 ans, maigrichonne, vêtue d'une robe usée et d'un châle troué. Des cheveux clairs dépassaient dessous son bonnet.
le visage pâle, effrayé. Dans ses mains, elle tenait un billet plié. « Vous êtes le colonel Hartley ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, » dit le colonel, en s'agenouillant pour se mettre au niveau de l'enfant. « Et tu dois être... Mary ?» La fillette hocha la tête et tendit le billet. « Maman m'a dit de vous apporter ceci. Elle a dit que c'était très important. Que vous comprendriez. » Le colonel prit le billet. Le papier était bon marché, l'écriture irrégulière, mais lisible. « Colonel Hartley, pardonnez-moi de vous déranger, mais je n'ai plus personne d'autre vers qui me tourner. Ma fille Mary est prise à la fabrique de Morgan, demain matin, à l'atelier de filature. Elle a 8 ans. C'est autorisé par la loi, mais je ne peux pas. Elle est trop petite. Le travail est trop dur. Mais je n'ai pas le choix. Il ne reste plus d'argent. Le loyer dans 3 jours. Pas de nourriture. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande qu'une chose. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait me donner du travail, n'importe quel travail, servante, blanchisseuse, peu importe, empêchez seulement qu'on envoie ma fille à la fabrique. Respectueusement, Anna Fletcher. Le colonel se redressa lentement, sentant bouillonner en lui cette même fureur qui autrefois le lançait à l'assaut. 8 ans. Une enfant. À la fabrique. 12 heures par jour. Pour une misère. Non, cela n'arriverait pas. Il regarda la fillette qui le fixait de ses grands yeux effrayés. « Mary, dit-il doucement, dis à ta maman que tout ira bien. Dis-lui de ne pas s'inquiéter. Je trouverai une solution. » Vous savez ce qui est le plus terrifiant dans cette scène? Ce n'est pas le fait qu'une petite fille de 8 ans soit envoyée à l'usine. Ce qui est le plus terrifiant, c'est que c'était tout à fait légal. En 1823, il n'existait pas de loi en Angleterre interdisant le travail des enfants. Au contraire, les enfants, dès l'âge de 8 ans, étaient considérés comme une main-d'œuvre à part entière. Dans les usines textiles, ils étaient particulièrement appréciés. Leurs petites mains agiles réparaient les fils cassés, et leur petite taille leur permettait de ramper sous les machines en marche pour ramasser les chutes de coton. 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour 2 shillings. Ce n'était pas de l'exploitation aux yeux de la loi, c'était la norme. Vous savez combien d'enfants travaillaient dans les usines de Manchester, Leeds, Birmingham à l'époque? Plus de la moitié de toute la main-d'œuvre. Des milliers, des dizaines de milliers. Des enfants qui n'avaient jamais vu de jouets, qui s'endormaient debout à leur machine de fatigue, que les maîtres réveillaient à coups de pied, qui, à 20 ans, avaient l'air d'en avoir 40. Les accidents étaient fréquents. Des doigts dans les mécanismes, des mains coincées dans les courroies, un instant d'inattention, et l'enfant est un invalide. Ou mort. Les propriétaires versaient une compensation aux parents, généralement 1 ou 2 livres, et engageaient le suivant. Anna savait tout cela. Chaque mère travailleuse le savait. Mais quand le choix se pose entre l'usine et la mort de faim, il n'y a en réalité pas de choix. Les réformes commenceront plus tard. La première loi sur la limitation du travail des enfants apparaîtra en 1833. Et encore, ce sera une demi-mesure. En attendant, Mary Fletcher, âgée de 8 ans, devait se lever demain matin pour aller au métier à filer. Si ce n'était pas pour le colonel Hartley et son maudit honneur. Anna lui avait demandé de partir. Mais partir était désormais impossible. Parce qu'entre eux, il n'y avait plus seulement un gant, ou quelques mots, ou même une attirance mutuelle. Entre eux, il y avait Mary, une fillette de 8 ans qu'on enverrait demain dans l'enfer de la manufacture. Et le colonel William Hartley, vétéran de Waterloo, homme d'honneur et de devoir, ne pouvait le permettre. La lettre du colonel fut brève. À l'armée, on lui avait appris que les ordres devaient être clairs
et ne souffrir aucune ambiguïté. Il appliqua le même principe. « Madame Fletcher, j'ai une proposition à vous faire. J'ai besoin d'une gouvernante. Ma cuisinière, Madame Biddle, ne vient que pour préparer les déjeuners et les dîners. Le reste du temps, la maison est vide. Il me faut quelqu'un pour tenir le ménage, superviser le nettoyage, gérer les dépenses. Gage, 20 livres par an, plus le logement dans les chambres de service à l'étage supérieur, plus la nourriture pour vous et votre fille. » Ce n'est pas de la charité, c'est un emploi. J'ai réellement besoin d'une gouvernante. Si vous acceptez, venez demain à 10 heures du matin. W. Hartley. Il relut la lettre 3 fois, puis la plia, la cacheta, et le lendemain matin, la porta lui-même à Miller Street. Il frappa à la porte de la maison délabrée. Une femme d'âge moyen, au visage soupçonneux, lui ouvrit. « Qui êtes-vous ?»« Le colonel Hartley. Je cherche Madame Fletcher. » La femme le toisa de la tête aux pieds. « 2e étage, porte de droite. Encore que je ne sais pas si elle vous recevra. Après ce qui s'est passé hier. » Le colonel monta l'escalier grinçant et frappa. De l'intérieur, lui parvinrent des pas précipités, et la porte s'entr'ouvrit sur la chaîne. Hannah le regardait avec inquiétude. « Colonel, je ne m'attendais pas. » « Lisez ceci, » dit-il en tendant la lettre. « Et réfléchissez. Ne répondez pas tout de suite. Mais sachez que c'est une offre d'emploi honnête. Pas une faveur, pas l'aumône. Un emploi. » Il fit demi-tour et partit sans attendre de réponse. À 10 heures du matin, il était assis dans le salon, feignant de lire le journal, mais en réalité attentif au moindre bruit venant de la rue. À 10 heures moins le quart, il entendit frapper à la porte. Le colonel ouvrit lui-même. Madame Biddle n'était pas encore arrivée. Sur le seuil se tenaient Hannah et Mary. Toutes deux vêtues de robes propres, quoique rapiécées. Hannah tenait à la main un petit baluchon. Apparemment, tout leur bien. « J'ai accepté votre proposition, » dit Hannah, et sa voix tremblait. « Mais à une condition. » « Laquelle ? » ?»« C'est vraiment un emploi. Je remplirai les fonctions de gouvernante, honnêtement et consciencieusement. Et si je ne suis pas à la hauteur, vous me renverrez, sans regret et sans indulgence. » Le colonel acquiesça. « J'accepte. » « Et encore une chose, » dit Hannah, en relevant le menton. « Mary ira à l'école paroissiale de l'église, 3 jours par semaine. C'est une condition impérative. » « Je n'y vois pas d'objection. »« Alors, » dit-elle en tendant la main, « nous avons un accord, colonel Hartley. » Ils se serrèrent la main, formellement, en gens d'affaires, comme des partenaires égaux dans une transaction. Et le colonel pensa que c'était la poignée de main la plus étrange de sa vie. La première semaine fut catastrophique. Non pas parce qu'Hannah s'acquittait mal de ses fonctions, au contraire. En 3 jours, elle avait mis la maison dans un ordre que le colonel croyait impossible. Elle avait nettoyé tous les recoins, lavé tout le linge, déplacé les meubles de façon à rendre les pièces plus lumineuses, négocié avec un gamin de la rue voisine la livraison de charbon à moitié prix. La catastrophe était ailleurs, dans la façon dont elle descendait chaque matin pour le petit déjeuner en disant « Bonjour, colonel », poliment, avec retenue, comme il sied à une gouvernante. Dans la façon dont elle dressait la table et ses mains, ces mêmes mains rouges, meurtries par le travail, touchaient la porcelaine et l'argenterie avec précaution, comme si elle craignait de les briser. Dans la façon dont Mary restait assise dans la cuisine à faire ses devoirs et chantait parfois doucement pour elle-même.
Et le colonel, assis dans le salon, l'entendait et sentait quelque chose se serrer dans sa poitrine. Dans le fait que la maison, vide depuis 8 ans, s'était soudain animée. Et dans le fait que le colonel Hartley ne savait absolument pas comment gérer cela. La deuxième catastrophe, ce furent les commérages. Dès le deuxième jour, tout Keddleton était au courant. Le colonel Hartley avait pris chez lui cette ouvrière, avec sa fille, installée à l'étage supérieur. Il l'appelle gouvernante. Le major Warrington débarqua le 3e jour. « Hartley, vous avez perdu la raison, » dit-il en faisant irruption dans le salon sans préambule. « Une gouvernante ? Vous l'avez prise comme gouvernante !»« J'avais réellement besoin d'une gouvernante, » répondit calmement le colonel. « Vous aviez Madame Biddle ? Madame Biddle est cuisinière. Elle vient 2 fois par jour, prépare les repas et repart. Le reste du temps, la maison était sans surveillance. Alors engagez une femme respectable, une veuve d'officier, la fille d'un vicaire, n'importe qui, sauf une ouvrière d'usine à qui toute la ville associe votre nom. » Le colonel reposa son journal. « Major Warrington, » dit-il du même ton qu'il employait pour donner des ordres sous le feu. « C'est ma maison. J'engage qui bon me semble. Et si vous êtes venu pour me faire la leçon sur les convenances, je me vois contraint de vous prier de partir. » Warrington devint cramoisi. « Vous allez vous perdre pour cette attention, » dit le colonel en se levant. « C'est ma gouvernante. Et je ne tolérerai pas qu'on parle d'elle de façon irrespectueuse dans ma maison. » Ils se regardèrent, 2 vieux soldats, 2 amis, séparés par un abîme. « Hartley, » dit doucement Warrington, « je vous dis cela en ami. Vous êtes amoureux d'elle, et cela vous détruira tous les 2. Vous vous trompez. Non. Je vois comment vous la regardez, comment vous vous figez quand elle entre dans la pièce, comment vous trouvez n'importe quel prétexte pour lui parler. Hartley, elle n'est pas pour vous. Vous ne pouvez pas l'épouser. La société ne vous le pardonnera pas. Vous ne pouvez pas en faire votre maîtresse. C'est indigne de vous. Que reste-t-il alors? Cette torture? Vivre sous le même toit qu'une femme que vous désirez, mais ne pouvez avoir. » Le colonel serra les poings. « Sortez, major. » Warrington le regarda avec pitié. « Comme vous voudrez. » Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. « Savez-vous ce qui est le plus triste, Hartley? C'est qu'elle ressent probablement la même chose. Et cela rend tout encore pire. » La porte se referma. Le colonel resta debout au milieu du salon, se sentant brisé. Parce que Warrington avait raison, en tout. Anna s'efforçait de se faire discrète. Elle se levait avant le colonel, préparait le petit déjeuner, dressait la table et disparaissait dans la cuisine. Elle n'apparaissait que pour servir les plats ou débarrasser la vaisselle. Ne parlait que pour les affaires. Se tenait à distance. L'intendante parfaite. Mais un soir, 2 semaines après son arrivée, le colonel descendit à la cuisine chercher un verre d'eau et la trouva assise à table avec les livres de compte. Elle tenait la comptabilité des dépenses, des colonnes de chiffres soignés, recettes et dépenses. Économie sur le charbon, 3 shillings. Sur les chandelles, 2. Sur les provisions, 5, grâce aux achats au marché au bon moment. « Vous savez tenir les comptes », dit le colonel avec surprise. Anna sursauta et se leva d'un bond. « Colonel, pardonnez-moi, je ne vous ai pas entendu. »« Vous avez besoin de quelque chose ?»« Non, je... » Il fit un signe de tête vers les livres. « Où avez-vous appris cela ?» Anna baissa les yeux. « Mon mari était tisserand, un bon tisserand. Avant la maladie, il possédait 2 métiers,
employait des apprentis. Je tenais ses comptes. C'était il y a longtemps. Le colonel s'assit à table en face d'elle. Il vous manque? La question était personnelle. Trop personnelle pour une conversation entre un maître et son intendante. Mais Anna ne se déroba pas. Ce qui me manque, c'est ce qu'il était, dit-elle doucement. Avant la maladie, avant qu'il ne commence à cracher du sang, avant qu'il ne devienne une ombre. La dernière année, il était... Elle se tut. C'était difficile, pour lui, pour moi, pour Mary. Vous étiez seul? Il y avait sa mère, mais elle me tenait pour responsable. Elle disait que je ne l'avais pas protégée, que je n'avais pas assez prié. Après l'enterrement, je n'ai plus revu. Le colonel la regardait. Son visage, fatigué, ses mains serrant la plume, ses yeux où se lisait la douleur, mais pas l'apitoiement sur soi. Vous aviez 26 ans? 25. Mary avait 5 ans. Je ne savais pas quoi faire. Les métiers à tisser ont été saisis par les créanciers. Il a fallu quitter la chambre. Je suis allé à l'usine. C'était le seul travail que je pouvais trouver. Vous êtes une femme forte, Madame Fletcher. Anna eut un sourire, sans joie, presque amère. Je ne suis pas forte. Je n'ai simplement pas le droit d'être faible. Ce sont deux choses différentes. Elle referma les livres de comptes et se leva. Pardonnez-moi, colonel. Je dois y aller. Mary dort seule en haut. Je n'aime pas la laisser trop longtemps. Bien sûr. Bonne nuit, Madame Fletcher. Bonne nuit. Elle partit, et le colonel resta assis dans la cuisine, contemplant les colonnes soignées de chiffres de son écriture. 3 shillings d'économie sur le charbon. Et se battait pour chaque penny. Pour la survie. Pour l'avenir de sa fille. Et il comprit soudain que jamais de sa vie, ni en Espagne, ni en France, ni à Waterloo, il n'avait rencontré un tel courage. Un mois plus tard survint un incident qui changea tout. Madame Biddle se présenta le matin les yeux rouges et annonça qu'elle partait. « Je ne peux plus, colonel, dit-elle en refusant de le regarder dans les yeux. Mon mari me l'a interdit. Il dit que dans cette maison, maintenant, c'est inconvenant, que je déshonore la famille en travaillant ici. Mais, Madame Biddle, pardonnez-moi, monsieur. J'ai apprécié votre service, mais mon mari est le chef de famille. Je dois lui obéir. » Elle partit, et le colonel se retrouva sans cuisinière. Anna le trouva assis dans le salon, avec l'air d'un homme qui vient de subir une défaite militaire. « J'ai entendu, » dit-elle. « Madame Biddle est partie. »« Oui. Donc vous avez besoin de quelqu'un pour cuisiner. »« Je suppose, oui. Je vais essayer de trouver... » « Je cuisinerai, » l'interrompit Anna. Le colonel la regarda. « Mais vous êtes déjà intendante. C'est trop de travail pour une seule personne. »« Je m'en sortirai, et... » Elle marqua une pause. « Honnêtement, colonel, vous aurez du mal à trouver une autre cuisinière. Après Madame Biddle, les gens... parlent. »« Je comprends. » Le colonel se leva. « Mais je ne peux pas exiger de vous que vous remplissiez 2 fonctions pour le salaire d'une seule. Alors payez-moi comme cuisinière et intendante. 30 livres par an au lieu de 20. » C'est juste. Le colonel tendit la main. Marché conclu. Ils se serrèrent la main, et le colonel remarqua comme ses doigts tremblaient. « Madame Fletcher, dit-il sans lâcher sa main, vous n'êtes pas obligée de faire cela. Je trouverai une solution. » Je sais. Anna le regarda droit dans les yeux. Mais je le veux, parce que... Elle se tut, puis continua doucement. Parce que vous nous avez donné un foyer, à Mary et à moi. Quand personne d'autre ne l'aurait fait. Et cela compte beaucoup. Leurs mains étaient toujours serrées. Pour moi aussi cela compte beaucoup, dit le colonel, et sa voix résonna rauque.
que vous soyez ici. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, et le colonel sentait pulser entre eux quelque chose d'inexprimé, de dangereux, d'impossible. Anna lâcha sa main la première. « Je dois commencer à préparer le déjeuner, » dit-elle, et sa voix portait le même tremblement. « Avec votre permission, monsieur. » « Bien sûr. » Elle partit, et le colonel se laissa retomber dans son fauteuil. Warrington avait raison. C'était une torture. Vivre sous le même toit qu'une femme qui ne pouvait s'empêcher d'aimer. Entendre ses pas au-dessus de sa tête. La voir chaque jour. Savoir qu'entre eux se dressait un mur invisible qu'on ne pouvait détruire sans catastrophe pour eux deux. Mais le colonel William Hartley avait servi 34 ans sous les drapeaux. Il savait ce qu'était la discipline. Ce qu'était le devoir. Ce qu'était tenir le rang, même quand tout en vous hurle de battre en retraite. Il s'en sortirait. Il devait s'en sortir. Parce qu'il n'avait pas le choix. Le soir même, Mary descendit au salon, un livre à la main. « Colonel Hartley, » dit-elle timidement, « puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, Mary. »« Maman dit que vous avez fait la guerre. C'est vrai ?»« C'est vrai. »« Et vous avez vu Napoléon ?» Le colonel sourit. « Je l'ai vu, de loin, dans une longue vue. Un petit homme en capote grise sur un cheval blanc. »« Et vous aviez peur ?»« Très peur. » répondit honnêtement le colonel. « Mais vous vous êtes battu quand même ?»« Oui, parce que c'était mon devoir. » Mary réfléchit. « C'est quoi, le devoir ?» Le colonel la regarda, ce visage d'enfant sérieux, ses yeux intelligents. « Le devoir, c'est quand tu fais ce qui est juste, même si c'est difficile, même si c'est effrayant, même si tout le monde autour de toi dit que tu as tort. »« Comme maman, » dit Mary. Elle a travaillé à l'usine, même si c'était difficile, parce que c'était son devoir, envers moi. Oui, le colonel sentit sa gorge se serrer. Exactement. Mary sourit et remonta en courant. Et le colonel resta assis dans le salon désert, à penser au devoir. Au fait qu'il avait passé sa vie à faire ce qu'il devait. Servir, se battre, obéir aux ordres, respecter le code. Et voilà que maintenant, pour la première fois en 52 ans, il ne savait pas où était son devoir. Était-ce de laisser partir Anna, pour son bien à elle, pour sa réputation, pour son avenir? Ou était-ce de s'accrocher à ce sentiment impossible, absurde, condamné, parce que c'était la seule chose qui faisait battre son cœur depuis Waterloo? Il ne connaissait pas la réponse. Et cela l'effrayait plus que la cavalerie française. Le scandale éclata le premier mardi de décembre. Le colonel rentra de sa promenade matinale et trouva une députation devant sa porte. 4 gentlemen en redingote noire, le visage exprimant une indignation vertueuse. À leur tête, le vicaire Elliot, le major Warrington, M. Chadwick et un certain M. Preston, avocat local. « Colonel Hartley, » commença solennellement le vicaire, « nous devons vous parler d'une affaire sérieuse. » Le colonel les fit entrer au salon, sentant tout se glacer en lui. Le vicaire s'éclaircit la voix. « Colonel, nous venons en amis, en hommes qui vous veulent du bien, et en représentants de la société respectable de Kettleton. » « Continuez, » dit sèchement le colonel. « La question concerne votre gouvernante, Madame Fletcher. » Le vicaire prononça son nom comme s'il lui brûlait la langue. « Voyez-vous, monsieur, la situation est devenue intolérable. Les ragots se répandent. La réputation de cette femme et votre réputation sont sérieusement mises en doute.
Quel doute exactement? Le colonel serra les mâchoires. Monsieur. Preston, l'avocat, intervint avec une sécheresse professionnelle. Pour parler franchement, colonel, les gens croient qu'il existe entre vous et cette femme une liaison inconvenante. Que vous l'entretenez. Que toute cette histoire de gouvernante n'est qu'une couverture pour des relations plus intimes. C'est un mensonge. Le colonel se leva. Un mensonge éhonté. Peut-être, dit doucement le vicaire. Mais comprenez-vous, colonel, l'apparence est parfois plus importante que la vérité. Une jeune femme vivant dans la maison d'un gentleman célibataire, sans la décence requise, sans chaperon, sans « Elle a une fille !» l'interrompit le colonel. « Une fille de 8 ans, qui vit ici même !»« Un enfant n'est pas un chaperon, » trancha M. Chadwick. « Ni une protection contre les ragots. Colonel Hartley, soyons francs. Cette femme était ouvrière. Vous avez publiquement pris sa défense. Puis, vous l'avez prise chez vous, logée à l'étage. Elle cuisine pour vous, tient votre maison, vit sous votre toit. Que doivent penser les gens? Les gens devraient penser ce qui correspond à la vérité. La vérité, le major Warrington prit enfin la parole, et sa voix était lasse. La vérité, Hartley, c'est que vous avez créé une situation impossible. Pour vous, pour elle, pour nous tous. Et nous sommes venus proposer une issue. Le colonel se rassit lentement. Quelle issue? Le vicaire toussa. La paroisse est prête à aider Mrs. Fletcher à trouver une place convenable. Domestique dans une famille respectable. De préférence dans une autre ville. Manchester peut-être, ou Leeds, avec des recommandations, avec la garantie d'un salaire décent. La fillette pourrait être placée dans une école de charité. Tout sera fait dans le respect dû à ces circonstances. Vous me proposez de la chasser, dit le colonel d'une voix égale. Nous vous proposons de résoudre la situation, corrigea M. Preston, de manière civilisée. Avant que le scandale ne devienne irréparable. Tant qu'on peut encore sauver votre réputation et la sienne. Et si je refuse? Les 4 gentlemen échangèrent des regards. Alors, le vicaire parlait lentement, pesant ses mots. J'ai bien peur que la société ne soit contrainte d'en tirer des conclusions. On cessera de vous recevoir. Les portes se fermeront. Le club. J'ai entendu dire qu'on discutait déjà de votre adhésion. Comprenez, colonel, un officier, même en retraite, doit être au-dessus de tout reproche. C'était une menace, polie, enrobée de sollicitude, mais une menace. Le colonel se leva. « Messieurs, dit-il, du ton dont il donnait ses derniers ordres avant l'assaut. Je vous remercie de votre visite, de votre sollicitude, de vos conseils. Mais je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour régler les affaires de ma propre maison. Je vous prie de vous retirer. » Le vicaire soupira. « Hartley, immédiatement. » Ils partirent, lentement, avec des regards de reproche, en hochant la tête. Le major Warrington s'attarda le dernier. « Vous commettez une erreur, mon ami, » dit-il doucement. « Une erreur qui vous détruira tous les deux. »« Peut-être, » répondit le colonel. « Mais ce sera mon erreur. » La porte se referma. Le colonel resta seul dans le salon et sentit tout trembler en lui. De rage, de peur, de quelque chose d'autre encore dont il ignorait le nom. Anna avait entendu toute la conversation. Elle se tenait dans la cuisine, adossée au mur, et avait entendu chaque mot qui parvenait du salon. Les voix étaient étouffées,
mais suffisamment forte pour en comprendre l'essentiel. Lorsque les visiteurs furent partis, elle s'essuya les mains sur son tablier, l'ôta, le suspendit soigneusement au crochet et monta à l'étage. Dans sa chambre, elle sortit de dessous le lit ce même baluchon qu'elle avait apporté 2 mois auparavant. Elle y plia ses affaires, peu nombreuses, vite empaquetées. Puis elle passa dans la chambre voisine, où Mary était assise devant ses cahiers d'écriture. « Fais tes bagages, ma chérie, » dit Anna, en s'efforçant de garder une voix ferme. « Pourquoi, maman ? » ?»« Nous partons. »« Mais je ne veux pas !» Mary bondit sur ses pieds. « Ça me plaît ici. J'ai ma propre chambre. Et le colonel a promis de me montrer son sabre. »« Mary, je t'en prie. » Anna s'agenouilla devant sa fille. « Nous devons partir. Ce sera mieux ainsi. »« Mieux pour qui ? » ?»« Pour tout le monde. » Mary regarda sa mère d'un non-regard, trop adulte pour une enfant de 8 ans. « Tu te sacrifies encore, » dit-elle doucement. « Comme quand papa est mort. Tu te sacrifies toujours. Et après tu pleures la nuit. » Anna sentit les larmes lui monter aux yeux. Parfois se sacrifier, c'est ce qu'il faut faire. Et parfois se battre, c'est encore mieux, dit Mary avec obstination. Le colonel le dit, que le devoir, c'est faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Mary. Et ce qui est juste, c'est de rester, parce que nous sommes heureuses ici. Et le colonel est heureux, je le vois. Il rit maintenant. Avant, il ne riait pas. Anna serra sa fille dans ses bras et pleura, doucement, sans bruit, sentant s'effondrer le dernier rempart. Le colonel les trouva une demi-heure plus tard. Il monta à l'étage. Pour la première fois en 2 mois, c'était le territoire des domestiques, où le maître ne se rendait pas, et vit Anna assise sur le lit, le baluchon entre les mains. Mary se tenait à côté d'elle, avec l'air d'une jeune rebelle. « Vous partez ?» dit le colonel. Ce n'était pas une question. « Oui. » Anna ne leva pas les yeux. « C'est la seule issue. »« Pour qui ?»« Pour vous. Je détruis votre vie, colonel. Votre nom, votre réputation. Chaque jour que je passe ici rend tout pire. Et si je ne veux pas que vous partiez ? Cela n'a pas d'importance. » Elle se leva, tenant le baluchon devant elle comme un bouclier. « Je ne peux pas vous laisser sacrifier davantage. Vous avez déjà trop fait pour moi. Vous m'avez donné du travail, un foyer. Vous avez sauvé Mary de l'usine. Mais je ne peux pas prendre plus. Pas au prix de votre bonne réputation. » Le colonel fit un pas en avant. « Madame Fletcher, Hannah, écoutez-moi. » Elle tressaillit en entendant son prénom. « J'ai vécu 52 ans, poursuivit le colonel. 34 d'entre eux dans l'armée. J'ai servi sous les drapeaux, respecté le règlement, fait ce que je devais. J'ai été un bon officier, un bon soldat. Je suis revenu de la guerre avec des décorations et la conscience tranquille. Et le cœur absolument vide. » Il fit encore un pas. « Pendant 8 ans, j'ai vécu comme un automate. Je me levais, m'habillais, mangeais, dormais, lisais les journaux, jouais au whist. J'existais, mais je ne vivais pas, parce que tout ce qui me rendait vivant était resté sur le champ de bataille de Waterloo. » Anna le regardait, retenant son souffle. Et puis, la voix du colonel trembla. « J'ai ramassé un gant. Un gant de travail grossier avec une pièce. Et j'ai vu une femme qui me regardait, non comme un maître, mais comme un homme. Et quelque chose en moi, quelque chose que je croyais mort, s'est réveillé. Colonel, non, écoutez-moi. » Il s'approcha tout près. « Ces 2 derniers mois ont été
Il chercha ses mots. Ils ont été difficiles, torturants. Vivre près de vous, vous voir chaque jour, entendre votre voix et ne pas oser dire, ne pas oser avouer. Il se tut, puis reprit doucement. Mais ils ont aussi été les seuls mois en 8 ans où je me suis senti vivant. Anna laissa tomber le baluchon. « Que voulez-vous dire ?» chuchota-t-elle. Le colonel mit un genou à terre. Mary laissa échapper un cri étouffé. « Je dis, » déclara le colonel William Hartley, vétéran de Waterloo, homme d'honneur et de devoir, « que je vous aime. Que je vous aime probablement depuis le moment où vous avez dit qu'il vous restait votre fierté, et que c'était la dernière chose que vous ne pouviez perdre. Que ces 2 mois m'ont montré ceci. Une vie sans vous n'est pas une vie du tout. » Il sortit de sa poche un petit écrin. « Voici la bague de ma mère. La seule chose qui me reste de ma famille. J'aimerais que vous l'acceptiez, non comme une aumône, non comme un remerciement, comme le signe de mon intention. » Quelle attention! La voix d'Anna était à peine audible. « Vous épousez. » Il dit cela simplement, comme il donnait un ordre. « Si vous acceptez de devenir ma femme. » Silence. Puis Anna éclata de rire, hystériquement, à travers ses larmes. « Vous avez perdu la raison, » dit-elle. « Colonel, vous avez perdu la raison. Vous ne pouvez pas m'épouser. Je suis une ouvrière d'usine, la veuve d'un tisserand. Je ne sais pas tenir une conversation mondaine. Je ne sais pas danser. Je ne... » « Vous savez tenir des comptes, » l'interrompit le colonel. « Économiser 3 shillings sur le charbon. Élever une fille dans la misère, sans perdre votre dignité. Vous savez regarder les gens dans les yeux et dire la vérité. Vous êtes plus forte que n'importe quel soldat que j'ai connu. Et vous avez fait battre mon cœur à nouveau. Je n'ai besoin de rien d'autre. » « Mais la société, au diable la société, » dit le colonel. Et Mary laissa échapper un second cri. « Pardonnez-moi, Mary, mais au diable tous ces gens. Le vicaire, Chadwick, Warrington, tous, qu'ils parlent, qu'ils condamnent, qu'ils ferment leurs portes. J'ai vécu toute ma vie à faire ce qu'on attendait de moi. Il est peut-être temps de faire ce que je veux. » Anna le regardait à travers ses larmes. « Et que voulez-vous » ? « Vous, » dit simplement le colonel. « Je vous veux. Et Mary, et cette maison emplie de vie, et les matins où je me réveille en sachant que vous êtes là, et les soirs où j'entends Mary chanter dans la cuisine. Je veux être vivant, auprès de vous, jusqu'à la fin de mes jours. » Il était toujours à genoux, tendant l'écrin. « Anna Fletcher, » dit-il. « Je suis un vieux soldat. J'ai une pension, une maison et un nom honorable, qui, du reste, est déjà à moitié détruit. Je ne peux vous offrir la richesse, je ne peux vous offrir une position dans la société. Tout ce que je peux, c'est un cœur que vous avez ramené à la vie. Acceptez-le, je vous en prie. » Anna s'agenouilla devant lui. « Vous comprenez ce que vous perdez ?» murmura-t-elle. « Vos amis, le club, le respect. »« Je comprends ce que je gagne, » répondit le colonel. « Tout le reste est un prix, le prix du dernier exploit, et je suis prêt à le payer. » Leurs visages étaient si proches qu'Anna voyait les cheveux gris à ses tempes, les rides au coin de ses yeux, la cicatrice au-dessus du sourcil, trace de quelques batailles anciennes. « Je ne sais pas comment être l'épouse d'un gentleman, » dit-elle. « Et je ne sais pas comment être simplement un homme, et non un officier, » répondit-il. « Nous apprendrons, ensemble. Les gens parleront, qu'ils parlent. » Il prit sa main, cette main-là même, rougie par le travail, avec ses cales et ses coupures,
Cette main vaut toutes leurs opinions. Anna ferma les yeux. C'est de la folie, murmura-t-elle. Absolument, acquiesça le colonel. Cela détruira votre vie. Cela sauvera ma vie. Elle ouvrit les yeux et le regarda, longuement, attentivement, comme si elle le voyait pour la première fois. Demandez encore une fois, dit-elle. Le colonel sourit, le premier vrai sourire depuis de nombreuses années. Anna Fletcher, répéta-t-il solennellement. Voulez-vous m'épouser? Oui, dit Anna, et sa voix résonna. Oui, colonel Hartley, je veux bien. Hurrah! Cria Mary en sautillant. Hurrah! Maintenant j'aurai un papa! Et un sabre! Il a promis de me montrer le sabre! Ils rirent, tous les deux, à travers leurs larmes, se tenant par la main sur le sol de la petite chambre de domestique. Et le colonel William Hartley pensa que c'était le moment de victoire le plus étrange de sa vie. Aucun drapeau, aucune fanfare, aucune ovation. Seulement la femme qu'il aimait et une fillette qui sautait de bonheur. Ils se marièrent 3 semaines plus tard, par une froide journée de décembre. L'église était presque vide. Le vicaire Elliot, les lèvres pincées et avec une désapprobation manifeste, célébra la cérémonie, car il ne pouvait refuser. Le colonel avait parfaitement le droit d'épouser qui il voulait. Il y avait 2 témoins. Mary, solennelle dans sa robe neuve que le colonel lui avait achetée dans le meilleur magasin de Caddleton, et, à la surprise de tous, le major Warrington. Il arriva au dernier moment, boitant sur sa jambe goûteuse, et se plaça aux côtés du colonel. « Tu es un fou, Hartley, » marmonna-t-il. « Un parfait fou. »« Je sais, » répondit le colonel, sans quitter des yeux Anna, qui s'avançait vers l'autel, dans une simple robe bleue. « Mais... » Warrington soupira. « Mais peut-être que le monde a besoin de fous comme toi, pour nous rappeler que les règles peuvent être enfreintes, s'il y a une raison valable. » Est-elle une raison valable? Regarde-la. Warrington fit un signe de tête vers Anna. Elle marche la tête haute, sans peur, sans honte. Elle est plus forte que la moitié des officiers avec qui nous avons servi. Je sais, répéta le colonel, et sa voix était pleine de fierté. La cérémonie fut brève. Le vicaire était pressé. Les paroles des vœux résonnaient dans l'église presque vide, se répercutant contre les murs de pierre. Quand le colonel passa l'anneau au doigt d'Anna, l'anneau de sa mère, un fin anneau d'or avec un petit saphir, leurs mains tremblaient. « Je vous déclare mari et femme, » dit le vicaire sèchement, comme s'il prononçait une sentence. Le colonel embrassa Anna, chastement, respectueusement, sous les yeux de Dieu et des rares témoins. Quand ils sortirent de l'église, il n'y avait pas âme qui vive dans la rue. Aucune félicitation, aucune fleur, seulement le vent froid et le ciel gris. « Ce n'est pas le mariage le plus fastueux, » dit Anna avec un léger sourire. « Mais il est honnête, » répondit le colonel en lui prenant le bras. Ils rentrèrent chez eux à 3, le colonel, sa femme et Mary qui sautillaient devant eux. Et le colonel Hartley pensait que c'était vraiment son dernier exploit. Pas le plus héroïque, pas le plus glorieux, mais le plus important. 3 ans passèrent. Caddleton ne pardonna pas. La société n'accepta pas. Les portes restèrent fermées. Le colonel William Hartley fut rayé de la liste des membres du club. On cessa de l'inviter. Le vicaire le saluait froidement. Ses anciens amis changeaient de trottoir. Mais chose étrange, le colonel ne souffrait pas. Parce qu'au lieu des soirées vides au club, il avait des soirées à la maison. Avec Hannah, qui s'asseyait en face de lui à table et parlait des prix du marché pour les choux
avec le même sérieux que d'autres discutaient politique. Avec Mary, qui étudiait à l'école paroissiale et rapportait à la maison des livres qu'ils lisaient ensemble à voix haute près de la cheminée. La maison de Marlborough Terrace avait repris vie. Maintenant, elle sentait les tartes et le pain frais. Dans les pièces résonnaient des rires. Au-dessus de la porte pendait une couronne. Mary l'avait tressée avec des branches, comme on lui avait appris à l'école. Hannah avait appris à ne pas s'excuser pour ses origines. Elle ne faisait pas semblant d'être une dame. Elle restait elle-même, pratique, directe, avec des mains qui savaient cuisiner, compter l'argent et étreindre quand le colonel se réveillait au milieu de la nuit avec des cauchemars de Waterloo. Le colonel avait appris à ne pas vivre selon le règlement. Il avait appris à rire. Appris à jouer aux cartes avec Mary et à la laisser gagner sans que ce soit trop évident. Il avait appris à embrasser sa femme comme ça, sans raison, au milieu de la cuisine. Le major Warrington venait déjeuner une fois par semaine. Lui et Hannah se livraient à des débats acharnés sur la politique. À la stupéfaction du colonel, sa femme lisait les journaux et avait des opinions très arrêtées sur la réforme parlementaire. L'argent était un problème. La pension du colonel était modeste, et la position sociale d'Hannah signifiait qu'elle ne pouvait pas travailler. Mais il s'en sortait. Hannah gérait le ménage avec une précision militaire. 3 shillings par-ci, 2 pence par-là. À la fin de l'année, ils avaient même réussi à économiser un peu. Parfois, le colonel voyait Hannah s'arrêter au milieu d'une pièce et regarder autour d'elle. Les meubles, les tableaux, la vue par la fenêtre, avec une expression de stupéfaction tranquille sur le visage. « À quoi penses-tu » demandait-il. « Au fait qu'il y a 3 ans, je louais une chambre pour 7 shillings par mois, » répondait-elle. « Et je pensais que ce serait toujours comme ça. Et maintenant... » Elle ne finissait pas sa phrase. « Et maintenant tu es Madame Hartley. »« Et maintenant, je suis ta femme, » corrigeait-elle. « C'est différent. » Il l'embrassait alors. Et nous aimons les histoires héroïques. Des batailles, des ordres, des bannières. Un homme attaque, sauve un camarade, reçoit une médaille. Un héroïsme compréhensible. Mais le véritable courage, je pense, est autre chose. Le colonel Hartley a dirigé un escadron à Waterloo. Des boulets français, de la fumée, du sang. Il a survécu, a reçu des récompenses, est revenu avec honneur. Un exploit, sans aucun doute. Mais le geste le plus audacieux, il ne l'a pas accompli sur le champ de bataille. Il l'a fait dans la salle des domestiques, s'agenouillant devant une femme qui louait un logement pour 7 shillings. À la guerre, il risquait sa vie. Ici, il risquait tout le reste. Son nom, sa réputation, sa place dans la société. Il connaissait le prix et a payé. Ce gant rapiécé était comme une grenade avec la goupille retirée. Il suffisait de le soulever et la vieille vie a explosé. Il aurait pu passer à côté, garder tout comme c'était. Mais il l'a soulevé. Et il n'a pas pu lâcher prise. Peut-être que c'est là le véritable héroïsme. Ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur et d'avancer quand même. Pas parce que les règles l'exigent, mais parce que sinon, on cesse d'être soi-même. Ils ont perdu la société, mais ont trouvé l'un l'autre. Un échange juste. Et le gant, je pense, était rangé quelque part, dans le tiroir de la commode. Un rappel du jour où un officier à la retraite a traversé la rue et a changé 2 destins. 3, si l'on compte Mary.